Alors, je vais avoir le plaisir, mais aussi la très lourde tâche avec Gilbert Babena, qui est enseignant-chercheur à l'université de Marois, d'animer ce dernier panel de la journée. Je vous remercie à ceux qui sont encore là. On va essayer de tenir le temps, pas en 2 heures comme c'était prévu, mais en 1 heure, on vous promet. J'ai une réputation de gardienne du temps qui est absolument terrible, donc je serai à la hauteur de ma réputation. Alors, avant d'introduire le débat, je vais présenter nos intervenants et intervenantes. Nous attendons encore Monsieur Adrien Diouf, qui est ministre conseiller en charge des Finances, qui est sur la route, mais on m'a dit que je pouvais commencer, on l'accueillera comme il se doit dès qu'il arrive. Alors, nous avons pour cette table ronde, c'est par ordre alphabétique, Kossi Balao. Kossi Balao est journaliste multiprimé. Il est président du réseau des journalistes scientifiques de l'Afrique francophone. C'est un grand partenaire de Global Africa. Nous avons également M. Foulo Bassé, qui est directeur général de la Fondation Brazzaville. Nous avons Ibrahim Abbas, administrateur général de Pathfinder Fondation. Nous avons également Adrien Diouf qui va arriver. Nous avons Aïssatou, elle est là, Aïssatou? Non. Et Anne Nassar qui est fundraiser leader. Voilà, donc je vais vous faire aussi vite que possible l'introduction. D'abord, bien sûr, je remercie les organisateurs, en particulier Rachid Yassine et Mam Pendabad, m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Et bien sûr, nos intervenants et intervenantes. Alors, je souhaiterais ouvrir ce débat avec les mots du sociologue Edgar Morin, qui disait « Nous avons acquis des connaissances inouïes sur le monde, et pourtant, partout, erreur, ignorance, aveuglement progressent en même temps que nos connaissances. » Au regard de l'état de la planète, force est de constater avec Edgar Morin que la science, malgré toutes les connaissances et les innovations qu'elle produit, irrigue encore trop timidement les politiques publiques, le monde économique, les médias et la société civile. La science peine à engager nos sociétés dans la construction de sociétés plus justes et plus durables. Certes, ces dernières années, quelques progrès ont été accomplis. En témoigne, par exemple, sur la scène internationale, l'institutionnalisation des relations entre la communauté scientifique et les instances intergouvernementales. Je citerai par exemple le GIEC dans le domaine du climat ou l'IPBES pour la biodiversité. À des échelles plus locales ou nationales, de nombreuses universités mettent en place des actions de communication, de médiation, d'expertise et de dialogue pour partager les résultats de la recherche et co-construire des solutions avec les acteurs socio-économiques. Mais ces initiatives ne sont pas également partagées et, par exemple, en Afrique subsaharienne, les institutions publiques de recherche mettent encore trop timidement en place de telles initiatives de diffusion et de partage des savoirs. De fait, l'expertise scientifique mobilisée sur ce continent par les pouvoirs publics, les entreprises, la société civile ou même les citoyens et les médias provient trop souvent d'organismes internationaux ou de cabinets de conseil privés. Mais je crois qu'il faut dépasser le constat et s'interroger quelles sont les raisons de ce hiatus entre la production scientifique et son appropriation par nos sociétés. Du côté du monde académique, ce décalage s'explique notamment par la tension entre l'excellence scientifique et la pertinence sociale de la recherche. Les publications internationales, qui sont, vous savez, les piliers de la reconnaissance académique, valorisent encore trop rarement les sujets ancrés dans les besoins locaux. De plus, malgré le mouvement de la science ouverte, l'accès aux connaissances scientifiques reste très limité pour nombre d'acteurs décisionnels, qu'ils soient économiques ou associatifs.
Les chercheurs, de leur côté, manquent de vecteurs pour dialoguer avec les sphères du pouvoir et comprendre leurs attentes. Par ailleurs, il y a plusieurs contraintes qui pèsent sur les relations entre science et société. L'une d'elles est celle du temps. Le temps long de la recherche s'accorde mal avec l'urgence politique ou médiatique. Les chercheurs ont besoin de mois, parfois d'années, pour produire des réponses fiables, tandis que les responsables publics ou les journalistes attendent des réponses quasi immédiates ou des solutions rapidement mobilisables. L'autre contrainte relève de l'incertitude inhérente à la science, mais souvent mal comprise. Les décideurs, les médias, les citoyens attendent des certitudes, quand les scientifiques, eux, progressent par le questionnement et le doute. Enfin, la légitimité de la science est aujourd'hui menacée par la médiatisation très inquiétante de discours pseudo-scientifiques, purement émotionnels ou idéologiques. Médiatisation récemment couplée à des tentatives d'étouffement de la science, comme on le voit aux États-Unis ou dans nombre de régimes totalitaires. On ne compte plus aujourd'hui les pays où les chercheurs et les chercheuses n'ont plus le droit à la parole. Mais ces vents contraires ne doivent pas conduire la communauté scientifique à baisser les bras, bien au contraire. Nos sociétés n'ont jamais eu autant besoin de connaissances, non seulement pour agir, mais aussi pour trouver du sens face aux polycrises que nous traversons. Cela implique de repenser les modes d'interaction entre la science, les acteurs de la société, les socio-économiques, à travers un certain nombre d'actions, médiation scientifique, recherche participative, inter- et transdisciplinarité, ancrage territorial, dispositifs multi-acteurs, autant de voies explorées pour reconnecter savoir et société. Alors j'ai commencé cette introduction avec les mots d'Edgar Morin. Je vous proposais de conclure avec ceux du professeur Norbert Nkonou, qui a été jusqu'à très peu de temps président du réseau des académies africaines des sciences. Il en appelait récemment à une vision, je cite, « renouvelée à la recherche, au service du bien commun qui permettrait de construire un écosystème de la connaissance où les savoirs scientifiques sont à la fois autonomes dans leur élaboration et connectés dans leur finalité, où la liberté académique coexiste avec l'engagement sociétal et où la recherche est à la fois un moteur d'innovation, un levier de développement global durable et un fondement à la citoyenneté. Cette ambition nous concerne toutes et tous, que nous soyons chercheuses ou chercheurs, leaders de la société civile, chefs d'entreprise, journalistes, citoyens ou citoyennes, et nous conduit à nous interroger comment mieux relier la connaissance à l'action, comment faire en sorte que la science devienne un véritable levier de transformation. Alors, pour en débattre, je vais donner, sans plus attendre, la parole à nos intervenants qui vont répondre aux questions de Gilbert Babena. Merci, Gilbert. Je ne sais pas si... Je pense qu'ils auront... Bien, en fait, bonsoir à tout le monde. Nous avons un peu changé le script de ce panel. Nous allons avoir un premier tour de table, des questions que je vais adresser à nos intervenants. Et juste après, s'il y a 1 ou 2 minutes, peut-être Maryse va revenir pour des questions, mais elle va nous aider à être la gardienne du temps. On connaît ses compétences dans ce domaine. Donc je vais me retourner comme ça vers Foulo Bass. On va commencer par lui. Il a déjà été présenté. Mais moi, pour son premier tour de table, j'aimerais l'interroger sur la société civile, sur le rôle des fondations, des organisations non gouvernementales, des associations, et pour savoir comment ces organisations de la société civile mobilisent les connaissances scientifiques. Il est ici question de nous dire clairement comment est-ce que cela pourrait participer à la mise en place d'une expertise scientifique dans les programmes d'action, par exemple dans le domaine de la santé que vous connaissiez entre autres. Merci beaucoup. Et c'est un grand plaisir d'entamer le débat qui est si important pour nous.
société civile, fondation. Et vous me donnez 30 secondes pour dire qui est la Fondation Brazzaville, parce que son nom trompe. On me pose toujours la question. Et ben là, comment est-ce qu'une fondation de droit anglais, avec son siège social à Londres, pourrait s'appeler Brazzaville? Eh bien, pour une raison simple. C'est que le fondateur de cette fondation, Jean-Yves Olivier, pour ne pas le nommer, a passé le plus clair de son temps en Afrique, 55 ans et plus. Et pour faire quoi? Au départ, ce qui a donné la naissance à la fondation, à Brazzaville, en 1988, fut signé le protocole international qui a permis 4 choses, très importantes pour ce qu'on discute depuis ce matin. La première chose, c'est d'avoir permis de libérer Nelson Mandela. La deuxième chose, c'est d'avoir permis de mettre fin à l'apartheid. Et la troisième chose, c'est d'avoir permis de mettre fin à la fameuse guerre d'Angola qui était le symbole même du pourquoi est-ce qu'il y avait l'apartheid qui ne pouvait pas s'arrêter. Eh bien, elle a permis de mettre fin à la guerre civile en Angola. Quatrième et dernière chose, c'est par ricochet, c'est d'avoir permis à un pays qui s'appelle la Namibie d'accéder à son indépendance, sa souveraineté internationale, puisqu'il a été beaucoup question ce matin sur cette nécessité dont on parle de souveraineté et qui est, à mon avis, à prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà pourquoi elle s'appelle Brazzaville. Si bien que quelques années plus tard, quand elle est créée à Londres avec le soutien, le patronage du prince de Kent qui s'appelle Michael, eh bien on lui a donné le nom de Mandela en référence et en hommage, à Brazzaville en référence et en hommage à Nelson Mandela. Elle fait quoi, cette fondation? Elle a 3 piliers comme mission. La première, c'est celle que je viens de dire, le dialogue, pour permettre aux sociétés elles-mêmes, aux pays, aux continents, aux sphères géographiques qui autrement ont du mal à se parler. Et je vais vous donner un exemple là-dessus, vous allez voir que c'est important. Le deuxième, c'est la question du challenge climatique qui est aujourd'hui aussi à l'ordre du jour. Et le troisième, c'est la santé. Et à l'intérieur de la santé, probablement je vais surprendre beaucoup de gens dans la salle, il y a la question de la prolifération des faux médicaments, en particulier en Afrique. Et pourquoi la science est importante? 1 million de morts par an. Très peu de gens le savent. Et la science le documente très peu. Et dans les 1 million de morts, le plus clair se passe en Afrique, plus de 90%. On n'en parle pas. Le Covid a permis de bloquer des pays, alors que le Covid, vous le savez, officiellement, n'a pas fait 300 000 morts en Afrique, officiellement. Là, on a quelque chose qui fait 1 million de morts par an, dont 90% en Afrique, et on n'en parle pas. Et la science, je désigne, parce que nous sommes tous là pour questionner cette question de l'apport, de la contribution de la science dans le progrès du savoir. Pour faire quoi? Pour rendre intelligents les pouvoirs publics, pour aider les pouvoirs publics à avoir des processus et des outils d'aide à la décision. C'est pour ça que c'est important. Et pire encore, vous avez vu les déstabilisations qui se passent en Afrique. On a maintenant, grâce à la science, grâce à des articles qu'on pourrait partager, la preuve de la relation de causalité entre la prolifération du faux médicament et le financement d'un certain nombre de guerres asymétriques en Afrique. C'est important aussi. On ne peut pas parler de développement quand il y a instabilité. Et on ne peut pas parler de développement quand il y a autant de problèmes de santé. Eh bien, c'est pour ça que questionner la science, amener la science à aider la société civile à s'outiller d'instruments, de données, au moment où le monde entier base son approche sur cette capacité à gouverner par la donnée. La réalité, la vérité. Eh bien, la parole autorisée, c'est la science qui nous le donne. Eh bien, je termine sur les statistiques qui vont me dire pourquoi c'est important. Savez-vous que si vous mettez l'industrie, si on peut parler de l'industrie, on va dire le trafic des armes plus le trafic de la drogue dans le monde
financièrement, c'est en dessous de ce que c'est le faux médicament. Si vous mettez 1 000 $ sur les armes et la drogue, ce que ça vous rapporte en net, vous mettez les mêmes 1 000 $ sur le faux médicament, vous multipliez les bénéfices entre 40 et 47 fois plus. Si vous prenez quelqu'un en moyenne dans le monde, et ça toujours c'est la science qui nous permet de le faire, notamment la science sociale. Dans le monde, en moyenne, un mégot de cigarette, ça vous coûte 2 ans de prison. Ça vous coûte. Ça. Eh bien, en moyenne, toujours dans le monde, des centaines de milliers de dollars de faux médicaments, ça ne vous coûte que 6 mois de prison avec sursis. J'ai entendu beaucoup de juristes dans la salle. Eh bien, qu'est-ce que fait la Fondation Brazzaville? Elle a dit, c'est bien de s'en occuper. Quand on a lancé l'initiative de Lomé en janvier 2020, avec 6 chefs d'État, dont l'ancien de ce pays, eh bien, elle a permis de dire qu'il fallait que la société civile impulse une dynamique avec les pouvoirs publics, avec un engagement ferme sur comment est-ce qu'on allait, faire beaucoup de plaidoyer autour de ça, mais surtout d'aider à se structurer autour de la science, autour de la révision nécessaire des standards et des codes, les codes civils, les codes de la santé, et ainsi de suite, pour les mettre au niveau où la sanction soit à la hauteur du crime qui est commis. Et ça, c'est, encore une fois, c'est une approche scientifique qui va permettre les pouvoirs publics de prendre à bras-le-corps cette question. Mais on n'a pas fait que ça. Eh bien, on a initié des programmes de formation des parlementaires, on a commencé avec le Togo, pour essayer de sensibiliser et de leur apporter avec les techniques, mais surtout des chercheurs, pour leur aider en ce qu'on appelle dans les missions parlementaires la légistique, pour essayer de réviser la globalité de la responsabilité des parlementaires. Et toujours dans cette approche de passage à l'échelle, on s'est aperçu qu'en réalité, et j'ai commencé par ça, c'est que ce sujet, aussi majeur qu'il soit, eh bien, il manquait de base scientifique, de la littérature scientifique qui puisse documenter ce que nous disions. Eh bien, conséquence de quoi, nous avons depuis 1 an travaillé sur un programme à mettre en place. Je peux le dire maintenant, on va le lancer le 25 mars 2026 à Paris. Un objet qui s'appelle une chaire santé et environnement. Pour faire quoi? Encore une fois, l'importance de la société civile et du secteur privé. Sachez qu'à Paris se trouve un objet qui s'appelle la station F, dans laquelle il y a aujourd'hui ce que la France appelle la French Tech. Mais c'est parti d'un privé, Xavier Niel, qui rachète une station de train de marchandises et qui la transforme et qui met 500 millions d'euros là-dedans et qui fait le tour du monde, fait venir les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle pour leur dire « aidez-nous à solutionner des problèmes du monde », notamment en apportant cette capacité à documenter ce que nous disions. Eh bien, figurez-vous que là-dedans se découvre, grâce à la science, une IA très particulière. Au départ, ce n'était pas sur la santé, la raison économique avait l'emporté là-dessus. Au départ, c'était sur 2 secteurs majeurs les plus contrefaits et falsifiés. C'est les tableaux de maître, 2, l'industrie de la marque. Sachez que 7 produits sur 10 que nous achetons ensemble comme étant une marque est en réalité fausse. 2 minutes, je termine là-dessus. Eh bien, voilà ce qu'on fait. On a convaincu cette IA particulière pour venir explorer la capacité de documenter et de structurer et d'accompagner la chaîne d'approvisionnement sur et vers les faux médicaments. Les faux médicaments, en réalité, il y a 4 catégories. Il y a ce qu'on appelle faux dès le départ. En Gambie, tout proche d'ici, il y a 2-3 ans, 67 enfants meurent en 3 jours. Et on analyse, on trouve de l'huile de moteur dans le sirop, le fameux sirop qui a été tueur. Eh bien, l'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les contrefaits. On parle de mode moléculaire, entre-temps, elle est falsifiée. Les sous-standards, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un médicament, il doit être retiré de la chaîne entre 2 mois et 1 mois avant sa date d'expiration. Il se passe que le marché est tel que celui qui fabrique ne distribue pas,
le distributeur a souvent la capacité d'emboîter, de mettre les codes QR codes et ainsi de suite. Eh bien, ce qui se passe, les malhonnêtes, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Quand il est retiré, ben, il est réemboîté, il est remis dans le circuit, dans la chaîne de distribution, et c'est cela qu'on appelle les produits de qualité inférieure. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont que une chaîne d'approvisionnement des médicaments doit respecter un certain nombre de températures, par exemple. Lorsqu'il y a rupture de température, la molécule, à l'arrivée, n'est plus celle qu'on a achetée en réalité. Eh bien, enfin, je termine là-dessus, c'est tout ce qui est falsification. Bon, je ne vais pas aller dans le détail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la science, on en a besoin. La science, avec cette chaire, on va former du master au doctorat à l'utilisation de cette intelligence artificielle qui donnera la capacité à l'Afrique de deux choses majeures. Un, la constitution d'une base de données purement africaine, 100% africaine, de tous les produits en circulation qu'ils soient faux, falsifiés, contrefaits ou authentiques, premièrement. Deuxièmement, comment est-ce qu'on s'assure que le transfert du savoir et du savoir-faire et la technologie puisse arriver en Afrique par la voie la moins chère possible, c'est par la formation et par la recherche scientifique. Et ô combien on sera fiers de dire, de voir, de lire la première publication qui va mentionner, j'ai oublié de dire un point majeur, c'est que la chaire ne se mettra en route que pour deux raisons majeures. 100% des formés seront africains et ensuite 100% des thèses seront en co-tutelle de thèse. Un tuteur de thèse africain et un tuteur de thèse européen et autres. Voilà ce que je sais partager avec vous. Allô? Merci à Flobas pour cette présentation. On peut retenir quand même, lorsqu'on parle de société civile, qu'il y a une question de capitaux dedans. Et à chaque fois qu'on va mettre de l'argent pour la science, on va également parler derrière d'intérêt. Et ça m'amène en fait à me retourner vers Ibrahim Abbas, cette fois-ci un autre Bass. Le premier c'était Flobas, le second c'est Ibrahim Abbas. Alors ils se connaissent déjà, c'est une bonne chose, donc ça fait le pont. Alors Ibrahim Abbas, j'aimerais vous interroger sur le monde des entreprises. Et par rapport à ce que Flobas a dit, on voit très bien que même s'il faut créer une relation entre la société civile et le monde de la science, on ne peut pas mettre de côté l'entreprise. Mais la grande question maintenant, c'est de savoir quel type de connaissances les entreprises ont besoin pour accroître leur compétitivité, parce que l'entreprise ne met pas son argent pour rien pour les beaux yeux de la science. Nous sommes d'accord sur ce fait. Donc, vous pouvez par exemple insister sur les questions de connaissances et d'innovation, mais ce rapport complexe avec le jeu d'intérêt, de conflit d'intérêt qu'il y a souvent entre scientifiques et industriels. Et récemment, il y a eu l'affaire Total en France. Donc ça, c'est un exemple comme ça pour vous lancer. Oui, merci. Je suis de parler de cette question, de la science ou de son versant, l'innovation vers les entreprises. Je pense que c'est ça la question qui est importante. Il faut peut-être regretter que nous n'ayons pas parmi nous des chefs d'entreprise. Je voudrais vous le suggérer pour la prochaine fois, que vous puissiez associer à ce genre d'événements des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent exprimer pourquoi on a de sérieux problèmes d'innovation dans nos entreprises. Alors, la question nous a été posée avant. Nous avons identifié plusieurs types de connaissances dont les entreprises ont besoin, les connaissances techniques. Donc ça, c'est un premier lot, disons, de connaissances, des connaissances qui sont nécessaires pour faire des diagnostics et des analyses, des connaissances sur les normes de conformité, les questions de régulation, etc. Et également, en quatrième position,
les connaissances organisationnelles et managériales. Alors, nous, qu'est-ce que nous faisons au niveau de la fondation qui a été créée à la suite donc, du pilotage de Pathfinder sur Mars par un astrophysicien malien que vous connaissez très bien et qui après a reçu des ressources pour faire la promotion des sciences et technologies en Afrique. Et c'est à partir de ce moment que nous avons créé cette fondation. Je mettrai à votre disposition l'adresse du site pour que les gens puissent visiter et voir un peu ce que nous avons fait. Alors, dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l'éducation. Comment pouvons-nous contribuer à la création d'une masse critique de scientifiques essentiellement tournés vers le développement? Et nous avons identifié dès les classes de première des jeunes filles, parce que nous sommes essentiellement, nous avons pris essentiellement le choix de sélectionner des jeunes filles. Et nous avons pu encadrer près de 675 filles des classes de disciplines scientifiques des pays membres de l'UEMOA. Et parmi elles, aujourd'hui, vous avez de grands cadres. Je pense l'une des plus grandes spécialistes en intelligence artificielle a fait partie de ce contingent qui enseigne l'intelligence artificielle à Princeton aux États-Unis et qui est en même temps, disons, chercheuse à Google. Et cette disons, démarche très basique a permis à une société comme Google de créer énormément de valeur ajoutée. Et nous avons également travaillé sur la mise en place de plateformes d'incubation qui permettent d'encadrer des jeunes. Ce matin, j'ai sorti une boutade un peu sur le retard du professeur, comment il s'appelle ? Célestin, sur le transport à Dakar. Par exemple, j'ai été très surpris de voir qu'il ait accusé un retard aussi important pour regagner, disons, le Galoya. Pourquoi? Parce que Dakar, aujourd'hui, est doté de taxis intelligents qui permettent à une personne, à partir de son portable, disons, d'identifier facilement son lieu de destination. Et parmi ces startups qui ont développé ces applications, il y a une qui se trouve sur notre plateforme d'incubation, qui a un modèle unique, économique unique au monde par rapport à comment on l'appelle, Yango et l'autre modèle de covoiturage américain, parce que eux, ils recrutent les chauffeurs, ils les forment, ils les payent chaque mois et ils mettent à leur disposition des véhicules. Donc ils sont partis de 5 véhicules, aujourd'hui ils sont autour de 300 véhicules. Et ce sont des jeunes scientifiques qui ont pu développer cette application et qui aujourd'hui occupent une grande part dans, disons, l'écosystème des transports publics au Sénégal. Donc ça, c'est des modèles, disons, d'entreprises qui ont été créées à partir de savoirs et de technologies qui ont été générées par les jeunes scientifiques sénégalais. Sur cette même plateforme d'incubation, vous avez des jeunes qui ont développé des technologies pour le recyclage des déchets électroniques. Vous avez des jeunes qui ont développé des applications sur le recyclage des déchets plastiques. Et là, récemment, grâce à l'IA, nous avons des jeunes qui ont pu mettre en place un système qui permet de certifier les connaissances des personnes du secteur informel. Parce que vous savez que dans nos pays, plus d'1 million de personnes travaillent dans le secteur informel, qui sont souvent des gens qui ont appris sur le tas et qui ont des connaissances qu'ils ne peuvent pas prouver. Ce sont de très bons caloreurs, de très bons électriciens, de très bons, je sais pas moi, menuisiers, ébénistes, mais qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont un tel niveau de qualification. Donc cet outil que ces jeunes ont mis en application permet de valider ces connaissances et de leur donner un badge
électronique qui permet de prouver au monde économique qu'ils sont capables de faire tel et tel métier. Donc ça, c'est un peu les types de connaissances sur lesquelles nous travaillons et qui peuvent contribuer, disons, à améliorer la création de richesses dans les entreprises. On a beaucoup parlé de connaissances endogènes et souvent c'est parce que le lien n'est pas établi entre la recherche et ceux qui ont ces connaissances endogènes. Je prends, en pensant un peu à Felwine qui est un musicien, je n'ai pas compris pourquoi en Afrique et surtout au Sénégal, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à avoir un tissu industriel des instruments de musique. Par exemple, vous prenez les tambours qui sont utilisés pour les batteries, pour les musiques des forces armées, etc. Mais la connaissance de base, c'est ici. C'est avec le djembé, le tam-tam, etc. Donc il suffit qu'il y ait un peu plus de rationalité qui est apportée par les scientifiques, par les technologues, pour qu'on puisse avoir un tissu industriel qui permet de créer, disons, ces produits destinés à la musique. Donc, à mon avis, le problème qui se pose, ce n'est pas le problème de la connaissance, c'est le problème de la relation entre les scientifiques et le monde économique. Parce que ceux qui possèdent ces connaissances scientifiques ne peuvent pas en même temps faire la recherche, créer de l'innovation et en même temps s'occuper du transfert de technologies. Et ça, peut-être, ça peut être un chantier pour l'ASPAT. Comment travailler à former des jeunes qui sont des diplômés en lettres appliquées, sciences sociales, etc., qui peuvent faire ce travail d'interface entre les entreprises et le monde de la recherche. C'est-à-dire identifier les résultats de recherche et voir comment les transférer au niveau des entreprises, disons, qui peuvent, à partir de ces résultats, de ces innovations, créer de la valeur ajoutée et donc qui est si nécessaire pour le développement et l'emploi en Afrique. Donc voilà un peu les quelques réflexions que m'a inspiré cette question sur le transfert des connaissances qui peuvent rencontrer les besoins des entreprises. Merci. Merci Ibrahim Abbas pour cette réponse. Et moi, je vais seulement appliquer la référence aux femmes. La référence aux femmes. Mais avant, j'aimerais d'abord présenter au panel le ministre Adrien Diouf, que nous allons prendre à la fin pour clôturer toutes ces questions et faire le pont avec le monde politique, le monde de la décision. Donc, quand on parle de femmes, on voit la dame en rouge du panel, Anna Sarr. Elle est seule, elle est en rouge, donc c'est plus facile de la remarquer. Alors, pour aller peut-être un peu vite, en focalisant votre réponse, si vous le voulez, sur la question de la place de la femme aussi en sciences, que ce soit dans la société civile, dans ce rapport-là, j'aimerais que vous essayiez de nous présenter ou de nous parler des modèles, des dispositifs, des partenariats que vous imaginez comme ça pour renforcer ce lien entre les scientifiques et le monde de l'entreprise. Parce que quand on le dit de cette façon, on voit certes qu'il y a des résultats concrets, mais si on n'a pas des dispositifs, on ne pourra pas faire ce lien. Chacun restera, on va dire, dans sa case et on ne pourra pas communiquer. Donc peut-être vous pourrez revenir en profondeur sur cette question. Je vais peut-être commencer par quelques secondes de silence pour digérer la seule femme en rouge du panel. C'est en coaching, on me dit de digérer, accepter. Enfin, c'est gentil, merci encore de m'avoir sur ce panel. Ce que je vais dire, je vais commencer par dire que j'ai toujours été la seule dans le bureau. Donc je travaille en France, je travaille dans le domaine de la collecte de fonds. Je suis une femme noire,
avec des tatouages. Et donc, j'ai toujours été la seule femme noire du bureau, la seule femme noire du département. Je travaille avec de très grandes écoles, de très grandes universités. J'ai fait ma carrière dans ce domaine. Il faut beaucoup de pédagogie pour, en interne, faire comprendre ce qu'est la diversité. Faire comprendre aux bailleurs, faire comprendre aux collègues en interne ce qu'est la collecte de fonds pour amener la diversité au sein de l'école, la richesse de la diversité. Donc, faire venir les étudiants d'origine africaine sur le continent, dans la classroom, comme on dit, pour que ces étudiants-là puissent partager leurs connaissances. Mais aussi, ce fait d'être une femme est aussi un avantage, dans mon domaine en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître l'identité de l'autre. Mon travail est un travail de relations humaines. Donc, il est très important de nouer une relation de transparence, une relation de confiance, et surtout, avant même de commencer à porter un projet, il faut que le projet soit solide. Je ne peux pas faire ce que l'on appelle le case for support d'un projet s'il n'est pas solide, parce que le bailleur, le donateur va questionner ce projet. Donc, tout le travail en amont que l'on fait, je ne sais même pas si je réponds à votre question, mais tout le travail en amont que l'on fait est très important et en fait nous demande de la patience parce qu'il faut qu'on ait des fondations très solides. Et c'est le travail que l'on a à faire ici en Afrique. Et c'est pour ça que j'ai ce vœu de revenir parce qu'il y a du potentiel. Moi, je suis optimiste. Il y a du potentiel. Les chercheurs avec lesquels je travaille, vous avez mentionné Station F, l'institut avec lequel je travaille actuellement a le plus grand espace à Station F, le plus grand incubateur. Mon travail est de collecter des fonds pour cet incubateur. Je fais de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et je fais à la fois des sciences sociales, à la fois le développement des talents, etc. Donc en fait, quand on parle de rechercher des fonds, ce qui est important, c'est d'établir cette indépendance-là de l'Institut. C'est-à-dire que si, par exemple, je me réfère au LASPAD, il faut que le LASPAD montre cette indépendance-là, cette autonomie par rapport aux donateurs, par rapport aux bailleurs. C'est le centre et la fondation même du fundraising, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des consultants. Donc nous ne sommes pas là pour garantir un résultat. Tout à l'heure, je pense que quelqu'un avait parlé de recherche et résultats. Lorsque nous allons voir des bailleurs de fonds et que nous parlons de chaire de recherche, nous leur disons clairement que nous ne vous garantissons pas un résultat. Ce que nous vous garantissons, c'est que nous allons mener une recherche sur une certaine période, minimum 3 ans, et les résultats qui vont sortir, ou les avancées de nos recherches, seront des avancées qui seront partagées par tout l'écosystème. Donc ce n'est absolument pas la propriété du bailleur de fonds ou du donateur. Donc, tout cela pour dire qu'il est important, dans un premier temps, d'avoir une chaise à la table, une place, si je peux m'exprimer ainsi. Il est important de nouer cette relation de confiance. Il est important d'avoir un case for support qui soit solide, ce qui signifie que nos structures, nos process, notre façon de travailler est claire et sont très transparents. Et aussi, il faut que l'on montre que nous sommes en mesure d'apporter une différence par rapport à nos interlocuteurs, que ce soit ici en Afrique, que ce soit globalement, je veux dire, en Europe, en Asie, en Amérique. Je travaille avec des professeurs qui sont carrément en manque de données du continent africain. On parle de géopolitique, mais qui n'ont aucune connaissance de ce qui se passe. Si je leur avais dit que je serais là, ils m'auraient dit, mais est-ce que je peux venir ou est-ce que tu pourrais nous mettre en relation? Je travaille avec des professeurs qui sont en Sustainability and Organization.
il leur manque, mais complètement, mais vous ne savez même pas à quel point. Donc c'est pour ça que je dis que la richesse que l'on a ici, même dans cette, si je peux m'exprimer ainsi, dans cette classroom, il faut qu'on en soit fier. Et qu'on soit OK pour se challenger. Je parlais tout à l'heure de se challenger. Qu'on soit OK pour travailler ensemble, quelles que soient nos disciplines, nos domaines d'expertise, pour justement avoir un projet solide que l'on va aller maintenant toquer à toutes les portes des chefs d'entreprise, de grands donateurs, pour pouvoir les inciter à nous soutenir. Juste une dernière chose en parlant des entreprises. Mon rôle actuel est de nouer des partenariats entreprises et fonds publics. Les entreprises sont intéressées par 4 éléments dans le monde académique et recherche. Ils sont intéressés par les talents, c'est-à-dire les talents que nous formons via les résultats de la recherche, mais aussi les talents que nous pouvons former au sein de leurs entreprises, donc tout ce que l'on appelle executive education. Ils sont aussi intéressés, comme j'ai dit tout à l'heure, par l'innovation. Donc l'innovation en liant la recherche et l'entrepreneuriat. Cette relation dynamique, parce que l'entrepreneuriat, de plus en plus d'entreprises sont intéressées par l'entrepreneuriat et par la recherche parce que c'est un complément de leur R&D en interne. La troisième chose est l'impact. Donc, ils sont de plus en plus avec une fondation d'entreprise. Ils sont de plus en plus challengés par leur écosystème direct. Et donc, ils ont besoin de prouver qu'ils sont en train de travailler avec des académies, etc., pour justement l'equal access à l'éducation de qualité, ou par, je ne sais pas, la subvention d'initiatives tournées autour de la femme, etc. L'autre impact est aussi l'écosystème. Ils sont intéressés, ils sont très, très, très intéressés par l'écosystème du LASPAD, par l'écosystème du monde académique, du monde de la recherche. Et cet écosystème-là a énormément de valeur pour ces entreprises. Et enfin, et je termine là, les anciens. Je ne sais pas si ça existe ici, mais le réseau des alumni. Les anciens, les actuels étudiants, les professeurs, cette communauté, savoir les engager et savoir aussi tirer de la richesse qu'elle peut apporter est très importante aussi pour ces entreprises. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, tout ce que la femme en rouge avait à dire. Ce qu'on retient de la dame en rouge, c'est que c'est vraiment un combat, une vie de combat, un challenge. Premièrement, il faut se faire une chaise à la table. C'est pas évident. Ouais, c'est la passion. Anassar a interrogé un dispositif dont on ne parle pas trop en Afrique, le fundraising. Très souvent, on parle de d'autres dispositifs, mais on néglige l'élément le plus important qui est l'argent, les moyens. Il faut aller les chercher. Qui les cherche? Le chercheur s'intéresse exclusivement à ce qu'il fait dans son labo. À peine il arrive même encore à communiquer. Or, dans le monde de l'entreprise, quand on écoute Anassar, on comprend qu'il y a des besoins. Il y a cette envie de collaborer. Et l'Afrique, comme dans d'autres domaines, est un continent d'avenir. Elle a insisté sur un certain nombre d'éléments que j'ai notés, les talents dans la recherche et dans l'entreprise. Elle a parlé de l'innovation, de l'entrepreneuriat, elle a parlé de l'impact et même de l'écosystème de la recherche, pour finir sur la question du réseau des anciens, c'est-à-dire ceux qui sont passés par ce dispositif et qui peuvent désormais faire la courroie entre le monde de l'entreprise et le monde de la recherche. Et je remercie la dame en rouge pour cette contribution à l'échange, au débat. Merci. Alors, ça me permet de passer à Pierre Morand. Et on sait déjà, quand on écoute les deux basses,
c'est-à-dire Foulo Bass et Ibrahim Abbas, on sait déjà effectivement que la recherche nourrit l'action politique. Mais la question que moi j'aimerais poser à Pierre Morand, c'est comment la recherche pourrait davantage nourrir, c'est-à-dire les résultats de la recherche, comment ces résultats pourraient davantage nourrir la décision politique, pour qu'on ressente encore plus la question de l'impact évoqué par Anassar. Vous prenez la question par le bout qui vous convient. Hein. D'accord. Merci Gilbert, merci Marie-Lise. En effet, bonsoir à tous et à toutes. Je vais la prendre par le bout. Alors pas peut-être le plus attendu, hein, parce que on pourrait commencer par la critique éternelle, hein, du chercheur qui fait de la recherche pour la recherche, qui fait des publications, qui pense surtout à rendre ses délivrables pour les agences Horizon, ANR, les bailleurs de fonds, et qui fait peu de cas de l'usage que la société ou que les décideurs ou les entreprises pourraient faire de ces résultats. Mais j'ai envie de prendre la question par un autre sens, parce que ça existe aussi, c'est de parler de communautés de chercheurs qui n'avaient pas forcément conscience de travailler beaucoup pour la société, mais qui, avec le temps, en évoluant, en se remettant en cause, ont peu à peu pris conscience et fait reconnaître leur action de science pour la société. Alors cette expérience, je l'ai eue un peu par mon parcours personnel, hein, puisque je suis biostatisticien dans les pêches, hein, par formation. Et quand je suis arrivé, alors que je n'étais pas encore chercheur, en 1988, pour la première fois au Sénégal, j'avais deux grands aînés. Je ne savais pas encore que ça allait être mes aînés dans la discipline, mais qui étaient au centre de recherche océanographique ici, un Français et un Sénégalais, qui disaient nous, on fait les statistiques de pêche, on fait les enquêtes, on maintient des bases de données, on produit des statistiques pour la gestion des pêches. Et il me disait ça un petit peu modestement, un peu également en comparaison d'autres chercheurs qui travaillaient sur la connaissance des mécanismes, l'approfondissement des phénomènes de upwelling, la connaissance des stratégies d'adaptation des poissons, donc des recherches, on va dire, plus pointues sur l'approfondissement de la connaissance. Eh bien, ces chercheurs, aujourd'hui, si on considère ce qu'ils ont fait avec leur activité, on pourrait dire qu'ils sont maintenant au cœur de la science, ou en tout cas que leurs descendants sont au cœur de la science pour la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Les activités de statistique ont appris à se regarder, à regarder ce qu'elles font en relation avec la société. Elles ont appris à remettre en cause leur modèle d'utilisation. Par exemple, on s'est aperçu que si on collecte des données, souvent les plus évidentes, au départ, en fait, ces données, elles ne prennent sens que par rapport à un modèle d'interprétation. Souvent un modèle causal, mécaniste, qui fait qu'avec ces données, on va faire un diagnostic, par exemple sur l'état des stocks. Et ces modèles évoluent dans le temps. Et donc, on ne peut pas dissocier les statistiques des modèles. Et là, déjà, on est dans une recherche qui évolue. Mais aussi, ces chercheurs ont pris conscience que leurs statistiques étaient des outils de communication et qu'il fallait aller un peu plus loin. Alors, au milieu des années 90, on a commencé à parler d'indicateurs. Des indicateurs, des valeurs seuil, des valeurs cibles, toutes sortes de termes, valeurs clignotants. Et donc, on a compris que ces statistiques étaient des outils de communication et qu'il fallait les traiter en soi comme des objets de recherche qui méritent d'être améliorés pour être mieux compris. Également, on a appris à considérer l'usage qui est fait par les institutions des statistiques. En soi, c'est une question, ce n'est pas une évidence. Comment des comités techniques de gestion des stocks vont utiliser les statistiques pour faire des choses normatives, prescriptives, par exemple? Comment les associations de professionnels vont les utiliser dans leurs revendications? Donc toutes choses qui, au départ, n'étaient pas considérées comme vraiment importantes, mais qui aujourd'hui peuvent être mises en question. D'autres choses encore qui sont
qui sont mises en question aujourd'hui, c'est le rôle de la remise en question de l'apport des populations dans la collecte des données. Hein, on travaille pour des acteurs. Est-ce qu'on peut les utiliser, les faire participer à la collecte de données sans remettre en cause la qualité des données? Donc cette question sur la collecte participative est venue aussi rejoindre le questionnement statistique. Avec tous ces questionnements et d'autres encore, on peut dire que les statisticiens ont atteint un certain degré de réflexivité par rapport à leur activité scientifique, et ils ont ainsi montré qu'ils étaient pleinement des acteurs de la science pour la société. Ils ont donc en quelque sorte élevé leur statut, ils sont passés de techniciens à des acteurs engagés dans une science pour la société. On pense qu'il y a plusieurs catégories de chercheurs, notamment en sciences dures. Alors là, je parlais de la pêche, mais ça pourrait être pareil pour l'agriculture, pour l'hydrologie, de chercheurs qui ont intérêt à adopter cette réflexivité par rapport à leurs activités pour montrer et mieux comprendre leur rôle dans la société, et aussi faire en sorte que la société s'approprie davantage leurs résultats. Donc c'est un petit peu ça, je pense, qui peut être une étape, en tout cas une démarche nécessaire pour que la science, pour que les chercheurs participent davantage et fournissent des résultats plus intéressants pour la société. Merci. Merci à Pierre Morand pour ces indicateurs. Et je pense, si ma compréhension est bonne du propos de Pierre Morand, c'est que le chercheur doit faire la science avec une philosophie qui est celle d'être le chercheur de la société. Et du coup, faire la science revient aussi, selon son propos, de produire des indicateurs qui pourront être utilisés par le milieu politique. Et je crois l'essentiel du propos de Pierre Morand, c'est que les chercheurs n'ont pas souvent conscience de cet état de fait, que le travail qu'ils fournissent a en réalité une valeur dans la praxis. Et je me dis également, en réfléchissant un peu et en préparant ce panel avec Marie-Lise, on s'est très vite rendu compte qu'en Afrique, les chercheurs ont cette difficulté à communiquer les résultats de leurs recherches. Ils savent très bien s'exprimer dans les papiers, dans les conférences, mais lorsqu'il faut communiquer les résultats à un large public, la question commence à se poser. Et lorsqu'on regarde aussi les chaînes de télé en Afrique, on se rend compte qu'il y a très peu d'émissions de médiation scientifique. Et lorsqu'on le fait, ce sont des journalistes qui ne sont pas forcément spécialistes, comme on aurait par exemple un journaliste politique qui est spécialisé sur les questions. On a la chance aujourd'hui d'avoir heureusement, Kossi Belao. Ça me permet de vous questionner comme ça sur le rôle du journaliste scientifique sur le continent, dans une sorte de comparaison avec ce qui se fait par exemple dans le Nord. Qu'est-ce qu'il peut apporter dans ce dialogue entre la société d'une part, dont Pierre Morand parlait, et le monde de la recherche? C'est quoi finalement le rôle du journaliste scientifique? Vous prenez la question comme vous l'entendez. D'accord. Ça marche? Super. Je pense que je voudrais commencer en vous condamnant, vous les scientifiques qui êtes présents ici ce soir. J'ai un mot à l'endroit de Mamé Pendaba et toute l'organisation de cette célébration. J'ai envie de dire que 3 jours, ce n'est pas suffisant. Parce que je suis venu avec des tonnes de questions. C'est rare d'avoir des scientifiques qui acceptent de nous parler. Donc, quand on a cette occasion, on saisit l'opportunité à fond. J'ai envie de vous poser cette question. Nous avons entendu aujourd'hui le professeur Célestin Mongan utiliser une expression, je pense, entanglement. Il a dit qu'en français, c'est entrelacement, n'est-ce pas? Une question assez simple pour chacun de vous. Comment vous expliqueriez entrelacement à votre enfant de 5 ans?
ou de 10 ans. Comment est-ce que, par exemple, vous pouvez définir le concept de démocratie dans votre langue locale? Je ne dis pas en français. Si les discussions que nous avons eues depuis le matin ont eu lieu, peut-être en Wolof, est-ce qu'on dirait les choses de la même façon que nous le disons en français? Ça, c'est le travail que nous faisons en tant que journalistes scientifiques. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Si on avait invité les hommes de la rue ici aujourd'hui, ils ne comprendront rien à tout ce que vous avez dit depuis le matin. Ce serait été pour eux une perte de temps. Le public non spécialiste ne comprend rien à vos termes, à vos jargons, à vos concepts. D'ailleurs, une étude a été réalisée en 2011 au Royaume-Uni. Et l'étude a mis en évidence le fossé énorme qui existe entre l'homme de la rue et les connaissances scientifiques. Cette étude a permis de réaliser que l'homme de la rue ne comprend rien au processus de validation par les pairs, qui est l'une des pierres angulaires de la recherche scientifique, n'est-ce pas? Alors, ma question c'est si, parce que dans vos discours, nous on entend souvent science, société, mais si cette société-là ne sait rien de ce que vous faites, cette société-là, vous ne communiquez pas avec elle, de quelle société mentionnez-vous dans vos discours lorsque vous dites sans cette société? Quand je vous pose la question, c'est quoi une automobile? Quelqu'un va me dire que c'est un véhicule à 4 roues, simple, n'est-ce pas? À l'exception des autobus, des autocars et des camions. Ok. Quand on pose la question à un scientifique, qu'on passe coup de faux, il dit, écoutez bien la définition de l'automobile. Dans l'épistémologie bachelardienne, l'automobile est définie comme un ensemble d'idées et de théories physiques ou scientifiques et mécaniques matérialisées, y compris celles de Joule, de Watt et de Diesel. Attention. Quand nous on fait un article comme ça, vous croyez que le public peut comprendre quelque chose de tout ça? On a parlé du souverainisme. Nous, quand on va parler du souverainisme dans nos articles, on va dire par exemple que le souverainisme, c'est permettre à un État de garder le contrôle de son volant. Le souverainisme, c'est par exemple garder la clé de sa maison. Vous voyez, on ne va pas utiliser les mêmes termes que vous, le même jargon que vous. Nous allons simplifier le discours du scientifique pour que la population ou le public qu'on appelle le public profane puisse comprendre. Mais là, vous nous compliquez la tâche. Il y a une scientifique ici, j'ai reçu tellement de plaintes de la part de mes collègues parce que je suis le président du réseau des journalistes scientifiques de l'Afrique francophone. Et pendant la pandémie du Covid-19, j'ai travaillé pour le Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. Et nous avons lancé un forum. Je suis le directeur de ce forum-là. Un forum qui rassemble aujourd'hui 4000 journalistes francophones du monde entier. Et dans ce forum, j'ai organisé plus de 150 webinaires avec 300 experts pour expliquer à mes collègues comment couvrir la science. Mais vous savez ce qui se passe. Lorsque nous vous faisons appel pour répondre à des questions, vous ignorez nos mails et ça nous fait tellement mal. Oui, c'est vrai. Comme je le dis, il y a des gens ici, on leur a écrit mais n'ont pas compris. Mais je vais vous dire, en fait, notre mission, elle est tellement importante. Nous considérons le journalisme scientifique est essentiel pour faire comprendre la science et construire grâce à elle un monde plus juste et plus humain. Soyez d'accord vous êtes d'accord avec moi que la société oriente la recherche, la science, n'est-ce pas? Mais nous, notre travail, en fait, lorsque vous publiez les résultats de la recherche, c'est de le rendre dans un contenu plus digeste et plus accessible au public. Les informations, les travaux de la recherche, nous essayons de les rendre en une information compréhensible et en une décision politique. Essayez d'aider les politiciens à pouvoir comprendre les résultats de votre recherche. La semaine passée, j'étais en Afrique du Sud. J'ai participé à la 13e conférence mondiale des journalistes scientifiques. Et le ministre de la Science, le professeur Blasé Nzimande, a dit quelque chose qui m'a choqué. Il dit ceci lors du discours d'ouverture, qu'en 2025, on a encore des décideurs politiques qui se basent sur du n'importe quoi pour prendre des décisions. Et c'est vrai ou pas?
on a des décideurs qui, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans des pays où le budget qui est alloué à la science n'atteint même pas 1%, n'est-ce pas? Les chercheurs courent partout pour trouver des financements pour financer leurs travaux de recherche. Alors, vous faites des travaux intéressants, énormes, mais vous ne communiquez pas assez. Et je pense que pour la plupart des scientifiques, le problème se résume en une phrase. Ils pensent que, ou vous pensez que, je m'autorise à penser ce que vous pensez si vous le permettez, d'accord? Certains scientifiques pensent que la communication scientifique est une perte de temps. Vrai ou faux? Considérer que la communication scientifique est une perte de temps est une erreur fondamentale. Je le pense, oui, monsieur l'avocat, je soutiens cette assertion. Pourquoi? Parce que, vous savez, la science ne vit pas uniquement dans les laboratoires, n'est-ce pas? La science ne vit pas uniquement dans les cafés scientifiques, dans les colloques, dans les conférences, telles que celles que nous sommes en train d'avoir. La science, elle prend tout son sens lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est discutée, lorsqu'elle est appropriée par la société. Je pense que c'est ce que le professeur Pierre Morin aussi a dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, sans la communication, ce qui se passe, c'est que la science, elle reste isolée. À quoi servent les travaux de recherche qui dorment dans les laboratoires? À quoi servent-ils? Vous savez, ce n'est pas parce que les travaux de recherche ont été publiés dans une revue scientifique qu'ils existent dans l'entendement de la société. Il faut aller vers cette société-là et lui faire comprendre ce sur quoi vous avez travaillé pour que la société puisse aussi s'approprier vos travaux de recherche parce que finalement, ce sont eux qui sont les bénéficiaires. Et vous devez comprendre que pour nous, en fait, lorsque nous communiquons sur la science, nous transformons une information qui est une connaissance qui est complexe en un savoir utile. Et aussi, là, il me reste 2 minutes. Oh, c'est pourquoi j'ai voulu que ça dure jusqu'au vendredi. Mais bon. Voilà, en fait, je vais dire ceci. Lorsque les scientifiques se taisent, les charlatans parlent. Pourquoi? Parce que, en fait, les charlatans sont ceux-là qui sont des experts douteux. Nous les avons vus pendant la pandémie du Covid-19, que le vaccin à ARN modifie l'ADN. Vous avez écouté tout ça, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont dit que, voilà, il y a dans le vaccin, si vous prenez le vaccin, ça va, il y a des tissus d'embryons humains dans le vaccin, donc il ne faut pas le prendre. Il y a eu tellement de désinformation. Maintenant, si les scientifiques, qui sont les experts qualifiés, pour répondre à la préoccupation de la population, de la société, refusent de prendre la parole, alors les charlatans vont parler. Et c'est un danger. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous été au courant de ce scandale planétaire. Le biophysicien chinois He Yongku, en novembre 2018, qui avait annoncé les bébés génétiquement modifiés. Vous avez suivi ce scandale-là. Il a été emprisonné par le gouvernement chinois, il a été relaxé, et il vient encore de prendre la parole, il fait des annonces tonitruantes dans les médias. Lorsque, par exemple, ce scientifique annonce l'altération des gènes des enfants, nous, en tant que journalistes scientifiques, et c'est là que nous nous démarquons des journalistes généralistes, on se demande, est-ce que par exemple l'étude qui a été publiée, qui a servi à cela, est-ce que c'est publié dans un magazine, dans une revue spécialisée ou reconnue de référence? On se pose cette question. On ne va pas tout de suite prendre l'information et la rapporter. On va se demander par exemple qui finance ce chercheur. On va se demander quelles sont les limites et les faiblesses de cette étude. On va se demander est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts potentiels. Et on ne va pas s'arrêter là, parce qu'en fait, nous, en tant que journalistes scientifiques, nous nous tenons beaucoup à l'intégrité de la science. On va solliciter des commentaires indépendants, des chercheurs du même champ, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de l'étude faite par leurs confrères. C'est là la différence, parce que là où le journaliste généraliste annonce, nous expliquons. Et c'est important, cher chercheur, on me dit qu'il reste 2 minutes parce que j'ai tellement... 30 secondes, c'est important, faites ce devoir-là, cet effort de pouvoir communiquer. Ne laissez pas les charlatans communiquer, mais prenez la parole parce que je vais terminer en disant ceci, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous le savez, mais vous ne voulez pas. Vous savez, sachez ceci, la bonne information peut sauver des vies.
pendant la période du Covid-19, c'est ce que nous avons constaté. Je sais pas, moi, ma belle-mère m'a envoyé un lien qui disait qu'il faut boire, il faut écraser le charbon et boire le charbon, que ça guérissait contre le Covid-19. Je l'ai appelé, j'ai dit non, ça c'est pas vrai en fait. Vous voyez, les gens ont été soudoyés par d'autres personnes. Il y a eu de la mauvaise information pendant la pandémie du Covid-19. Et sachez, chers scientifiques, que lorsque vous communiquez, lorsque vous donnez la bonne information, vous sauvez des vies. Alors je vous appelle à sauver des vies. Alors, on retient tout simplement de son propos, lorsque les scientifiques se taisent, les charlatans parlent. Bien, je pense que c'est très fort comme propos. Alors, on a assisté là à un procès des scientifiques. C'est-à-dire, globalement, on retient de Kossi Balao qu'ils sont frileux à prendre la parole. Mais peut-être aussi c'est à cause de cet enfermement dans le jargon, dans la difficulté du langage de la science, qui fait en sorte qu'on a parfois du mal à redescendre tel qu'on l'écoute. Mais aujourd'hui, il existe quand même des efforts. On a écouté cet après-midi le fagot des savoirs. C'est déjà une image qui parle à la société. Et c'est pas forcément, c'est vrai que c'est aussi habillé d'un autre métalangage. Mais je pense que c'est ce qu'on pourrait retenir. Bien, comme nous sommes en train de courir vers la fin de ce tour de table, on va donner la parole cette fois à un politique. Parce que très souvent, on se dit que les politiques sont très loin des scientifiques et tout le reste. Le ministre Adrien Diouf nous a fait l'honneur d'être là ce soir. On va lui poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'il attend de l'expertise scientifique pour éclairer les décisions publiques? Bonsoir à tout le monde, merci beaucoup. Peut-être avant de commencer, je souhaiterais présenter mes plates excuses pour mon retard. Mais à ma décharge, j'étais prévu à 16h, je suis arrivé à 15h30. Et comme l'a dit monsieur, je me suis mis au fond de la salle, j'ai essayé d'écouter, j'ai rien compris à ce qui se passait. Donc j'ai décidé que je pouvais aller faire un tour et malheureusement, voilà, ce qu'il ne fallait pas faire et raison pour laquelle je suis arrivé en retard. Peut-être juste un petit rectificatif. Tout à l'heure, on a dit on va donner la parole à un politique. Je ne me définis pas comme un politique en tout cas. J'ai la modeste charge de conseiller le président de la République. Mais de le conseiller tout en étant totalement apolitique. Je me sens plus proche peut-être des scientifiques, en tout cas en termes d'analyse et de démarche que du politique. Mais j'ai la chance de les observer, donc peut-être que je peux donner un peu, apporter ma pierre à l'édifice et participer au débat. Alors la question qui m'a été posée était de savoir quel est le rôle que devaient jouer les sciences dans la décision, je vais dire, économique en général. J'ai juste envie de dire que ça doit être au cœur de la décision économique. Peut-être que, voilà, je vais un peu vous dire comment je me suis retrouvé ici. Comment je me suis retrouvé ici, c'est autour d'une discussion avec le professeur Ba, où j'ai échangé avec elle sur une ancienne expérience. J'ai eu la chance de mettre sur place, de mettre sur pied l'agence Humo à titre, qui est en fait une structure sous-régionale qui couvre l'ensemble des pays de l'UEMOA et qui avait pour but de mettre en place une plateforme sur laquelle l'ensemble des États pourraient émettre de la dette souveraine. Sujet très polémique en ce moment, mais on va essayer de l'éviter. Et donc voilà, donc je me suis retrouvé au cœur de ce projet. Alors, comment mettre en place un tel projet sans s'appuyer sur la science? Honnêtement, je ne sais pas faire. Il faut dire que dans la finance de marché est une discipline de l'économie peut-être qui est la discipline, je vais me faire des ennemis, mais la plus en prise avec le monde scientifique. C'est né dans des laboratoires, les principaux progrès se font dans des laboratoires au sein des universités et les plus grands acteurs sont des gens de la communauté scientifique.
finance de marché, on est des consommateurs numéro 1 de talent. Vous êtes un PhD en mathématiques, en physique nucléaire, on vous prend, on vous met dans une salle de marché, on vous met devant un ordinateur, on vous demande de développer des modèles et avec un peu de chance, on fait beaucoup d'argent. Donc c'est vraiment pour dire que c'est au cœur, c'est quelque chose qui est né au fond. Et pourquoi? Parce qu'il y a une telle dose de paramètres dans toutes ces décisions que sans une démarche scientifique qui s'appuie sur des modèles bien pensés, on ne peut rien faire. On peut faire beaucoup de choses avec la chance, mais pas avec ça. Donc, c'est un milieu, la chose économique c'est quelque chose de dynamique, en fait. Et donc, il est très difficile d'anticiper. C'est bien beau d'avoir de grandes théories, mais après, on se pose la question de la mise en œuvre. On se dit, on va prendre des cas les plus simples. Une question de taxation. Ok, tout le monde est d'accord, il faut taxer, il faut prendre ci. Mais se pose la question de maintenant, comment l'écosystème va s'ajuster? C'est au cœur de la décision. C'est ce qui fait de cette décision une bonne ou une mauvaise décision. C'est ce qui fait de cette décision une décision efficace ou pas efficace. Et aujourd'hui, personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. La chose la plus... c'est la démarche ou la méthode la plus proche que l'on ait pour pouvoir essayer de deviner ce qui va se passer, c'est justement ces modèles qui sont au cœur de la démarche scientifique. Donc c'est vraiment, pour résumer, c'est vraiment cette démarche scientifique que l'acteur économique attend. Que ce soit, tout à l'heure, je pense que M. Bass interpellait, alors je ne sais pas c'est lequel des deux, M. Bass, qui interpellait sur le chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, quand il prend une décision économique, il s'attend à ce que les acteurs s'ajustent. Qu'est-ce qui peut l'aider dans cette décision? C'est pas juste dire, oui, si je fais ça, mon chiffre d'affaires va... Non, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de dire, ok, comment les différents acteurs vont s'ajuster? Comment le marché va s'ajuster? Et donc, cette démarche, c'est pas une démarche qui est donnée, qu'on apprend dans une école de gestion, qu'on apprend voilà, dans les profils classiques que l'on trouve dans les entreprises. Ce sont des choses qui s'acquièrent. C'est un esprit de chercheur, c'est un esprit de scientifique, voilà, qui donne ses capacités et ses habilités. J'aimerais juste ramener le problème à notre environnement. Pour terminer, dire qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en fait, c'est un peu ce que, si je peux me permettre, la dame en rouge, ce que Anna donc, a dit tout à l'heure, c'est un cadre. On a la bonne volonté, et moi je l'ai expérimenté en tant que dirigeant d'une entreprise, de vouloir collaborer avec l'université, de vouloir collaborer avec les scientifiques. La communication est difficile, mais on y arrive quand même. Mais au-delà de tout, on a un cadre, parce que quand on gère des deniers qui appartiennent à une institution, on a besoin de savoir dans quoi on les met. On a besoin de mettre un cadre un peu qui explique notre démarche. C'est pas juste venir faire un chèque à un laboratoire et leur dire on vous revoit dans X mois, on vous enferme là-dedans et ressortez avec la solution. Non, on a besoin d'une démarche, d'y mettre un cadre, avec des résultats qu'on attend, avec des allées-venues, avec peut-être des présentations qu'il faut faire à des boards. Voilà. Il y a un peu tous ces aspects qui, aujourd'hui, dans notre environnement, manquent. Moi, vraiment, j'ai essayé, parce que voilà, de l'histoire dont je viens, de mon parcours, de travailler avec ces labos. Mais c'est très difficile, parce qu'eux aussi, voilà, des fois, ils n'ont pas la capacité de signer des contrats, il faut remonter. Voilà. Il y a tout un cadre aujourd'hui qu'il nous faut réinventer pour pouvoir remettre en prise ces deux mondes. Et je ne rentre pas dans toute la complexité de mettre en adéquation les domaines de recherche aussi avec notre réalité, avec ce que nous vivons sur place. Je vais juste pour terminer un dernier exemple. On met en place ce projet, on s'inspire sur ce qui a été fait dans d'autres pays, mais malheureusement, c'est des contextes totalement différents. Totalement différents. On a besoin d'échanger avec des gens qui comprennent la subtilité,
qui connaissent la société locale, qui peuvent modéliser et qui peuvent nous aider dans cette prise de décision-là. Comment on le fait? On est encore à la recherche, donc on bricole et on tombe un peu sur ce que le ministre disait. On ne fait pas n'importe quoi, mais je veux dire, on pourrait mieux faire en tout cas. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. Merci à monsieur le conseiller Adrien Diouf. Alors, juste un mot et je passe la parole à Marie-Lise pour qu'on clôture ce panel. On retient tout simplement de ce que monsieur Adrien Diouf a dit, qu'il nous faut organiser une plateforme de transfert de connaissances. C'est une discipline qui existe déjà même dans le monde académique. Et à l'intérieur, on va former des coursiers de connaissances, parce que c'est un métier. Et l'un des spécialistes que je connais, béninois de nationalité, Tony Ziti, qui est coursier de connaissances et qui fait dans le transfert des connaissances. Donc, on peut former des jeunes à faire ce travail de médiation avec notamment ce qu'on appelle les policy briefs, les notes politiques, qui sont des documents très accessibles, faciles à lire pour le monde politique. Sur ce, je remercie chacune pour parler de Anna et chacun pour parler des messieurs qui ont eu l'honneur et la gentillesse d'assister, de participer, de partager avec nous dans ce panel. Je passe la parole à Marie-Lise. Je serai très très courte parce que la journée prend fin. Un très grand merci à vous toutes, à vous, Anna Sarr, pour cette belle intervention et vous, messieurs, pour tous ces moyens, ces idées d'entrelacement entre la science et la société, les acteurs socio-économiques. Merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous. On arrive effectivement à la fin de cette journée. Le LASPAD vous invite chaleureusement à networker un petit peu autour d'un cocktail à l'étage avant que le bus nous récupère et nous amène chacun et chacune d'entre nous dans nos hôtels respectifs. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain et encore merci à toutes et à tous.